La furie des océans recèle le potentiel pour éclairer notre quotidien et alimenter notre avenir en énergie. Sur tout le globe, cette énergie propre et illimitée est en passe d'être domptée par des appareils révolutionnaires. Des turbines marémotrices ou des parcs d'éoliennes offshore. C'est une bonne nouvelle pour notre planète que nous apportent les machines marines de demain. Dans le monde entier, nations, scientifiques et rêveurs mobilisent leur savoir pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est une mission vitale, car notre civilisation moderne ne peut s'en passer. Nous devons trouver des moyens d'alimenter le progrès sans pour autant nuire au climat de notre planète, ni appauvrir des réserves d'énergie fossile toujours plus réduites et plus onéreuses. Mais les dernières technologies en date pour y parvenir commencent tout juste à être mises en place. Nous allons découvrir certains des concepts de conversion d'énergie parmi les plus fascinants. Des machines marines sont en concurrence pour fournir un maximum de puissance à un coût le plus faible possible. Nous verrons aussi les façons dont cette houille bleue est mise à contribution, des marées d'une baie canadienne aux rafales de vent de Scandinavie, et des vagues américaines aux sources bouillantes d'Islande. En Angleterre, une éolienne sous-marine exploite les courants du canal de Bristol. Tandis qu'en France, cette conduite géante alimente une usine marémotrice. Des ingénieurs ont construit une forêt d'aérogénérateurs aussi beaux qu'efficaces au large des côtes danoises, dont l'entretien est assuré par un navire étonnant muni de jambes. Ce bus écossais, lui, roule grâce à l'électricité fournie par l'océan. Quant à cette espèce de serpent marin mécanique, elle s'épanouit en mer du Nord. Certains de ces engins ne sont encore que des prototypes, mais d'autres fournissent déjà une énergie propre à des milliers de consommateurs. Et les projets futuristes mêlant rêve et technologie ne manquent pas. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Par une journée venteuse moyenne en Californie, les vagues qui s'abattent sur ces rochers contiennent suffisamment de puissance pour répondre aux besoins en électricité de près de 10 millions de foyers. Chaque semaine, les océans du monde absorbent des radiations solaires correspondant à des millions de barils de pétrole. Quant au vent du large, il pourrait satisfaire 10 fois la demande actuelle en électricité. La conversion de cette manne en une ressource propre et illimitée paraît trop belle pour être vraie. Pourtant, elle a déjà commencé. Elle produit assez d'électricité pour 100 à 150 foyers. En moyenne, il fournit assez de courant pour 600 foyers anglais. Ce petit générateur alimente en énergie 32 à 33 000 personnes. Elle pourrait s'appeler la guerre des kilowatts. Elle, c'est la compétition pour concevoir le moyen le plus économique, le plus propre et le plus sûr de dompter les flots déchaînés. 1 kilowatt est nécessaire pour allumer 10 ampoules ordinaires de 100 watts. Chaque foyer britannique consomme jusqu'à 2 kilowatts. Multipliez ce chiffre par plusieurs millions pour obtenir la consommation mondiale et vous aurez une idée de l'enjeu de cette guerre. Pourtant, maîtriser la houille bleue n'a rien d'une idée nouvelle. Des moulins à aube de nos aïeux aux rampes de lavage d'or, l'eau vive a été un des moteurs de l'industrie et du progrès.
Et en Angleterre, dans la jolie petite bourgade de Lynmouth, où la rivière Lynn se jette dans la mer, elle l'est toujours. C'est ici qu'on trouve une des machines marines les plus élémentaires et les plus jolies jamais inventées. Il s'agit d'un vieux funiculaire ne consommant aucune énergie fossile. Il fonctionne grâce au seul poids de l'eau. Il a été mis en service le 7 avril 1890. Et il fonctionne toujours de la même façon depuis cette date. Après 8 ans passés aux commandes, Eric Wilde a gravi l'équivalent de l'Everest plusieurs centaines de fois sans jamais dérailler. L'eau arrive sous l'effet de la gravité depuis la rivière. Et lorsqu'on l'évacue, elle rejoint la mer en bas. Il n'y a ni moteur ni pompe, rien de tout ça. Chaque funiculaire a un réservoir d'environ 3200 litres entre ses roues. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule de celui du bas, le plus lourd, celui du haut, descend et fait remonter l'autre grâce à un jeu de câbles. Le funiculaire le plus malin du monde s'est affranchi du réseau électrique avant que la plupart des foyers y soient reliés. C'est un exemple à suivre pour le développement durable. En effet, cette machine n'a ni réservoir d'essence, ni tuyau d'échappement, ni facture d'électricité. C'est le frein principal. On évacue de l'eau pour alourdir ce funiculaire. Et dès qu'on commence à bouger, on coupe l'évacuation. Bien sûr, sans l'eau vive, des millions de foyers modernes seraient privés d'électricité. La puissance hydroélectrique semble aussi fondamentale et essentielle à la vie moderne que l'oxygène. Un des moyens les plus efficaces pour faire transiter l'eau par une centrale électrique consiste à construire un mur en travers d'un cours d'eau et à canaliser son courant pour qu'il passe dans des turbines. Bienvenue dans la baie James, un des projets hydroélectriques les plus imposants du monde. En 1971, les ingénieurs ont commencé à détourner des cours d'eau et à construire des barrages. Aujourd'hui, le complexe de la Grande de la baie James au Québec produit 15 000 mégawatts pour 7 millions de clients en Amérique du Nord. Et ils n'utilisent que l'énergie cinétique de l'eau. Les centrales hydroélectriques fournissent environ 24% de l'électricité mondiale. Plus d'1 milliard de gens en dépendent, tant pour leurs besoins quotidiens que pour le développement industriel. Mais ces projets géants condamnent rivières et forêts et perturbent durablement les écosystèmes. Dans la baie James, plus de 11 000 km² de nature ont ainsi été inondés. Mais il existe une autre houille bleue. Le flux et le reflux incessant des marées sont autant de rivières invisibles. Et quand ces marées sont les plus hautes du monde, exploiter leur puissance relève de l'évidence. Voici la centrale marémotrice Annapolis, en Nouvelle-Écosse, au Canada. 2 fois par jour, les marées de la baie de Fundy montent et descendent d'une amplitude record de plus de 16 mètres. Les turbines de la centrale exploitent ce flux et ce reflux pour produire assez d'électricité pour alimenter 4000 foyers.
Alain Cotreau, son directeur, nous explique comment Annapolis utilise le flux et le reflux quotidien dans la baie. Nous faisons entrer l'eau par ces vannes, puis on les ferme et on attend que le cycle des marées s'inverse. Lorsque le niveau d'eau est plus élevé côté retenue que côté mer, on ouvre les vannes d'admission des turbines et la gravité s'occupe du reste. Descendons à la cave. Nous sommes, pour ainsi dire, au niveau du fond de l'océan. Vous voyez les collecteurs devant nous et la conduite d'eau de couleur verte juste au-dessus. Dans cette conduite, on peut atteindre un débit de 400 mètres cubes d'eau par seconde. Ici, on pourrait loger un immeuble de 5 étages. Vous voyez tourner le rotor. C'est cette pièce qui est équipée d'un électroaimant. Il permet de répondre aux besoins énergétiques d'environ 4000 foyers. La centrale Annapolis est si bien conçue qu'elle n'a été fermée pour entretien que 3 fois en 20 ans. Ces turbines tournent quasiment en permanence. Mais aujourd'hui, la centrale ferme et ces turbines s'arrêtent. Curieux, les badauds se massent au bord de la baie. Il faut dire que le spectacle vaut le coup d'œil. Ce jeune rorqual à la bosse affamé a chassé un banc de harengs jusque dans le bassin et il ne semble pas pressé d'en sortir. Pour éviter qu'il se blesse, les turbines d'Annapolis ont été coupées et on en profite pour jeter un œil à cette construction remarquable. À servir suffisamment de la puissance de l'océan pour rendre un projet économiquement viable, impose de construire des centrales électriques en bord de mer à très grande échelle. Ainsi, à l'embouchure de la Rance, en Bretagne, les ingénieurs ont dessiné une usine marémotrice produisant 240 MW, l'énergie nécessaire pour fournir environ 250 000 foyers. Une ville moyenne peut donc être alimentée en électricité grâce au marnage. Aujourd'hui, l'usine est fermée pour entretien. C'est une occasion unique pour les ouvriers d'inspecter les entrailles de cette machine marine rutilante. La production marémotrice est un des moyens les plus intelligents de mettre à profit la puissance latente de l'océan. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En raison de la topographie, seule une petite fraction des côtes connaît des marées aussi spectaculaires que celles de Fundy ou de la Rance. Et comme nous l'explique Alain Cotreau, plus le bassin doit être vaste pour retenir suffisamment d'eau, plus l'écosystème local est mis à mal. L'autre aspect qu'on ne maîtrise pas encore complètement, c'est l'impact sur l'environnement. Cette centrale existe depuis 20 ans, nous pensons qu'elle est bien adaptée et les alentours se sont adaptés à elle. Nous pensons donc avoir un impact relativement mineur sur l'environnement. Au bout de 5 jours qui ont ravi tous les curieux, la marée qui fait fonctionner Annapolis chasse le banc de harengs, renvoyant du même coup le rorqual affamé à la mer. Une fois l'animal parti, les turbines canadiennes reprennent du service. À Annapolis, les rorquals sont des intrus rares et appréciés. Mais pour minimiser les impacts plus gênants des usines côtières, les pionniers de l'énergie des océans testent de nouveaux moyens d'exploiter les marées sans nuire à l'environnement. Par exemple, en installant des moulins à vent sous-marins en travers du courant de la marée. À l'instar de la baie de Fundy,
Le canal de Bristol, au Royaume-Uni, subit un marnage important venant de la mer d'Irlande. Plus de 12 mètres. C'est largement suffisant pour que la flotte de pêche se retrouve envasée à marée basse. Martin Wright est directeur général de Marine Current Turbines. Les gens ne comprennent pas les efforts qu'il faut faire pour adapter un système utilisé dans un endroit à un autre site. Il est impossible de simplement transférer l'appareil en espérant qu'il va fonctionner. Et il y a divers facteurs à envisager. Ce que vous voyez est en fait la première turbine marémotrice du monde. Elle produit 300 kW et elle va bientôt fêter son premier anniversaire. Remarquez le courant. C'est en quelque sorte un vent aquatique. Nous y plaçons un appareil qui tourne simplement sous l'effet de ce courant, comme une éolienne avec le vent. La façon la plus simple de le comprendre, c'est d'imaginer une éolienne sous-marine. Les pales du premier moulin à vent sous-marin du Royaume-Uni ont été sorties de l'eau pour qu'on puisse admirer leur ligne. Mais bientôt, elles vont replonger pour tourner au gré de la marée. La plupart des gens retiennent de la marée qu'elle monte et qu'elle descend. Mais pour déplacer le volume d'eau qui la fait monter et descendre, il y a des courants de marée, comme ici. Entre les luminaires, les ordinateurs, les téléviseurs, les climatiseurs, les machines à laver et les réfrigérateurs, un foyer britannique moyen a besoin d'un approvisionnement constant d'environ 2 kW. Prenez une machine de 300 kW comme celle-ci. Elle produit assez d'électricité pour 100 à 150 foyers. Il y a de nombreux défis à relever, celui de la construction n'étant pas le moindre. Il fallait résister à un courant fort en eau profonde. Ici, le va-et-vient de la marée est si fort que les ouvriers n'ont disposé que d'une durée de travail limitée, dans des conditions de calme relatif, pour construire ces piles de 40 tonnes avant que le cycle recommence. Ce moment de stagnation, qu'on appelle l'étale, ne dure qu'une petite demi-heure. Il faut s'assurer que la pile est assez robuste, mais supprimer autant de métal que possible. L'appareil doit être sûr, fiable, et il ne doit pas tomber en morceaux. Comme personne n'avait jamais rien tenté de pareil, les données que nous récoltons aujourd'hui sont vitales pour comprendre comment cet appareil se comporte vraiment. Mais toutes ces innovations se heurtent au même problème. À idées nouvelles, ennuis nouveaux. Ainsi, dans le canal de Bristol, la marée haute est synonyme de danger. Une fois qu'elle est installée, nous devons nous assurer qu'elle va résister. Mais lors de la construction, nous avons essuyé 2 tempêtes de force 8 et des vagues de 5 mètres de haut. Nous sommes donc allés à nos limites, même si c'était involontaire. Il faut pouvoir aller et venir à sa guise. Ça paraît simple, mais jetez un coup d'œil à l'eau qui bouillonne au bas de l'échelle. Si on colle le bateau contre, vous allez voir. Et pourtant, les conditions sont relativement calmes. Pour monter, il faut des gens agiles et bien entraînés. Nous y sommes. Vous vous rendez compte ? Je vais m'accrocher et on va grimper. Le rêve de Martin Wright, construire un réseau de turbines bien plus imposantes dans le canal de Bristol et dans des zones côtières présentant des caractéristiques similaires dans le monde entier. Notre prochaine unité fera 1 mégawatt. Elle sera équipée de 2 rotors et fonctionnera dans les 2 sens, continuellement. Elle exploitera le rythme immuable des marées pour produire de l'électricité de manière plus efficace que dans les centrales où l'on brûle du charbon ou du pétrole. Et elle n'émettra aucun des polluants qui détruisent notre atmosphère.
Tout ceci est très intéressant et très amusant. On est assis dans notre canot et on observe des machines passionnantes. Mais la réalité, c'est que nous devons produire de l'énergie à un coût très très bas. Nous nous efforçons donc de faire fonctionner correctement cette machine en comprenant l'environnement, afin de capter un maximum d'énergie en minimisant le prix du kilowattheure. La nature ne fait pas de cadeaux. On veut des sites énergétiques. Peu importe qu'on cherche du vent, des marées ou des vagues. Il faut des sites énergétiques. Et pour installer un appareil dans un endroit comme ça, il faut dompter cette énergie. C'est la moitié de la difficulté et du succès ou de l'échec de l'appareil. Mais il y a un gros hic dans cette quête pour la maîtrise de la puissance des marées, des vagues et du vent, même si le combustible de ces machines marines est illimité et gratuit. Installer et entretenir ces unités énormes est onéreux et risqué. Et plus le projet est ambitieux, plus les risques sont élevés. Mais quand c'est une nation tout entière qui relève le défi, les résultats sont à couper le souffle. À Hornrev, à 20 km au large des côtes du Danemark, une géométrie élégante tire une énergie renouvelable et propre du souffle des vents. Certaines des régions les plus venteuses se trouvent le long des côtes. C'est ce qui fait des récifs danois et d'autres lieux similaires des sites parfaits pour implanter ces moulins du XXIe siècle. Comme les éoliennes sous-marines du canal de Bristol, ces pales de 40 mètres sont reliées à des armatures tournantes et elles produisent suffisamment de courant par une journée moyenne pour éclairer 1800 foyers. Et comme avec les turbines sous-marines, le plus dur, c'est de les construire. En effet, ces structures pèsent 450 tonnes chacune. Et il faut les bâtir dans un endroit où la météo n'est presque jamais clémente. Les Danois sont les premiers à s'attaquer à cette équation dangereuse. Qui dit vent, dit puissance. Et qui dit puissance, dit danger. En l'occurrence, celui que représentent les grosses vagues, les gros bateaux et les gros engins qui travaillent sur une mer démontée. À partir de 2001, les Danois décident de tenter leur chance et de résoudre des problèmes auxquels de rares nations se sont attaquées. Comment assembler les tours loin des côtes et par gros temps? Et comment les relier au réseau national? L'entrepreneur Kurt Thomsen propose une solution étonnante. Il fait installer 4 jambes repliables et réglables sur un navire porte-conteneurs, créant du même coup un des quadrupèdes marins les plus puissants. Ce navire de 3000 tonnes peut se dresser sur le fond de la mer. Le bateau qui est derrière nous est un de ceux qui sert à la construction. Nous nous préparons à effectuer un des tests de levage annuels avec la grue pour nous assurer qu'on peut en toute sécurité manœuvrer les éléments au large. La grue et le bateau sont les outils principaux pour l'installation des turbines au large. Ce bateau peut transporter 2 aérogénérateurs complets. Chacun d'eux se compose de 2 tronçons de mât, d'un bloc moteur appelé nacelle et de 3 pales. 2 d'entre elles sont fixées à terre. Ensuite, l'Ocean Addy, appareil pour des eaux profondes et venteuses. Ces engins ont été mis au point en 2000 pour répondre à la question suivante: comment va-t-on mettre ces aérogénérateurs immenses à l'eau? Au total, on peut exercer une pression de 1300 tonnes par jambe. En théorie, c'est suffisant pour soulever le bateau hors de l'eau, mais on ne le fait pas. Il y a 2 sortes de grues à bord. La blanche, la Hydrolift One, servait initialement à la manutention des conteneurs. Elle peut soulever environ 40 tonnes sur un rayon de 15 mètres. La grue principale, la verte et bleue sur le gros piédestal, était une grue sur chenille de 450 tonnes.
Normalement, elle est installée à terre. Nous l'avons simplement prise et fixée là où elle se trouve actuellement. Au moment où l'Ocean a dit appareil, des ouvriers construisent les fondations qui vont accueillir ces géants. Ces tubes de métal, pesant 200 tonnes chacun, sont enfoncés dans les fonds marins. On les protège ensuite de l'érosion avec un anneau de rocher. Même par un après-midi calme, et ils sont rares au Danemark, installer une éolienne fait travailler 14 ouvriers pendant presque une journée d'un travail dangereux. L'un d'eux doit même se hisser à l'intérieur de la pile en cours d'assemblage pour la visser, boulon après boulon. Il en faut 90, très résistants et inoxydables, pour assembler les tronçons du mât. Une clé de serrage pneumatique, conçue expressément, parachève le travail. Jesper Jensen dirige l'équipe de montage. Ils assemblent l'éolienne, ils commencent par le pied, puis le mât, et enfin la partie supérieure. Il faut utiliser la grue pour l'installer sur le piédestal. Puis on met les pales avec la grande grue. Ces éléments sont très lourds, donc il faut qu'il fasse beau pour qu'on puisse les installer et qu'il n'y ait pas trop de vent. Les journées d'installation et d'entretien sont les seules où Jesper Jensen espère qu'il n'y aura pas de vent. Sinon, quand la flèche est levée, le crochet se balade et il pèse dans les 3 tonnes. S'il gigote, ce n'est pas drôle. Il a fallu 1 an aux Danois pour installer les 80 éoliennes de Hornrev, à 20 km des côtes. Comme sur n'importe quel site de production offshore, l'étape suivante consistait à faire parvenir l'électricité aux clients sans pour autant tisser une toile d'araignée de câbles sur les fonds marins où ils risqueraient facilement d'être sectionnés par les chaluts des pêcheurs ou par les ancres des bateaux. Les Danois ont donc opté pour un poste de transformation énorme de plus de 400 mètres carrés. Il est ancré au fond de l'océan et relié à la côte par un câble enfoui sous terre. Quand tout fut en place, la lumière fut et elle éclaira le rêve danois. Mais elle risquerait vite de s'éteindre en cas de panne des aérogénérateurs. S'assurer qu'ils tournent mobilise une petite armée de techniciens qui ne manquent pas de travail. Il n'y a que 2 solutions pour grimper au sommet pour l'entretien. L'hélicoptère, en faisant attention d'éviter les pales et en étant battu par le vent. Ou le bateau. Aujourd'hui, une équipe de maintenance de 6 hommes essaie de s'approcher de l'éolienne. Voilà un travail qui décoiffe dans une forêt futuriste rutilante. Ce balai à couper le souffle fournit déjà 160 MW au réseau électrique danois. C'est suffisant pour alimenter 150 000 foyers. Et si le rêve de Kurt Thomsen devient réalité, un jour, il y aura peut-être assez d'éoliennes pour éclairer toutes les villes et tous les villages du pays. Les côtes danoises sont presque constamment balayées par les vents. Mais il existe d'autres moyens tout aussi ingénieux d'exploiter l'énergie de l'océan, même en l'absence de vent.
Au large des îles Orcades, en mer du Nord, un serpent rouge à l'allure étrange ondule au rythme des vagues. Il s'appelle Pelamis. C'est le nom latin d'une espèce de serpent marin, mais ce spécimen est en fait la plus grosse anguille électrique du monde. Cette machine mesure environ 120 mètres de long pour un diamètre de 3,50 mètres. C'est à peu près la longueur de 4 wagons de train. Elle peut paraître grosse, mais ça tient à la nature des diverses sources d'énergie renouvelables qui nous intéressent. Il faut du matériel de grande taille pour les exploiter. Max Carcus est le charmeur de serpents le plus enthousiaste d'Europe. Sa tâche consiste à convaincre les collectivités et les États que Pelamis est le moyen le moins importun et le plus efficace pour exploiter l'énergie de l'océan et l'acheminer jusqu'au rivage pour remporter la guerre des kilowatts. Il est convaincu que son serpent marin est plus pratique que les éoliennes géantes qui se dressent à une vingtaine de kilomètres des côtes danoises. Tout d'abord, il n'y a pas de construction fixe. La machine est fabriquée sur la côte. Elle est acheminée sur site et reliée aux amarrages qui l'attendent. Et pour son entretien, elle est remorquée de la même façon jusqu'en eau calme. Elle est équipée d'un système d'attache rapide à utiliser et la maintenance est donc effectuée ici à l'aide de grues de 5 tonnes. De son mouillage d'Édimbourg, Pelamis est remorqué au-delà de l'embouchure de la rivière Forth pour des essais en mer au large des Orcades où les tempêtes font rage. Pelamis va travailler 24 heures sur 24, quelle que soit la météo. La machine est ancrée au niveau du nez. Elle se balance librement autour de ce câble pour pointer dans la direction d'arrivée des vagues, comme un drapeau sur sa hampe ou un bateau au mouillage. Les vagues agitent la longueur de la machine et, ce faisant, font osciller chaque segment de bas en haut et d'un côté à l'autre. C'est ce mouvement auquel s'opposent des vérins hydrauliques qui compriment de l'huile sous haute pression. Le Français Pierre Potel connaît les entrailles du monstre par cœur. Il y a 3 modules sur la machine, des segments et des tubes différents. Toute la puissance est générée par les modules grâce à un moteur hydraulique. On va entrer. Nous sommes dans le module 1, un des 3 où le courant est produit. Il est généré par ces gros vérins qui relient les tubes et les modules. Quand il y a un mouvement entre un tube et un module, un des vérins est comprimé, tandis que l'autre est étiré. Constitués de compartiments étanches remplis d'huile et de pistons, les vérins hydrauliques capturent parfaitement les ondulations rythmiques de l'océan. Avec un écart allant jusqu'à 10 secondes et 100 mètres entre la crête des vagues, les forces qui actionnent ces vérins sont puissantes, mais lentes. Ces vérins sont donc conçus pour fournir une force de pompage maximale, même à des vitesses inférieures à 1 mètre seconde. Nous pouvons faire fonctionner la machine dans des conditions de mer différentes. Elle va reconnaître d'elle-même si la mer est agitée ou si elle est légèrement houleuse. Et ces 4 vérins fonctionnent différemment en fonction de l'état de la mer. Cette machine est classée à 750 kW. Elle ne produit pas cette quantité en permanence, tout dépend des vagues. Mais en moyenne, elle fournit suffisamment de courant pour 600 foyers britanniques. Bien sûr, il ne faut pas en avoir qu'une. Un projet de ferme à vagues rassemblerait un certain nombre de machines. Pour vous donner une idée, une installation de 30 MW, l'équivalent d'un parc d'éoliennes modernes, mobiliserait 40 Pelamis sur une zone d'1 km². Soit une surface 4 fois moins vaste qu'un parc d'éoliennes de puissance équivalente. Ce kilomètre carré produirait suffisamment d'électricité pour 24 000 foyers britanniques. L'avenir de Pelamis dépendra de son prix. Il est plus propre que la plupart des autres sources d'énergie. Mais à moins d'être bon marché, ce serpent risque bientôt d'être en voie de disparition. Au fil des années, le Royaume-Uni s'est imposé comme un exportateur d'énergie. Mais d'ici 1 an ou 2, nous allons en importer. Et toute l'Europe va faire de même.
Nous importons de plus en plus de gaz et de pétrole. Donc maîtriser une source d'énergie locale dont nous ne manquerons jamais tombe sous le sens. Dans ce petit coin d'Écosse, quand vous empruntez la route qui traverse la lande, vous arrivez devant un des projets énergétiques les plus novateurs de la planète. Car même dans ce coin perdu de Grande-Bretagne, l'appétit en électricité est gargantuesque. Mais la mer qui déferle sur ses côtes depuis des siècles fournit aujourd'hui une partie de cette énergie si précieuse. En plus de s'abattre sur les falaises, les vagues s'écrasent aussi sur une barrière géante en béton. Cette dernière accueille une turbine logée dans la roche. C'est une sorte de grotte sous-marine avec un évent. Les Écossais sont partis de la maquette d'un générateur à houle et ont reçu l'aide d'un Hollandais du nom de Frick Haas. Voici un outil très précieux. C'est notre bouée à vagues. C'est l'élément de base de tous nos essais. Elle nous communique les données sur les vagues dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre appareil du mieux possible, en fonction du site d'implantation. Notre machine à vagues est gérée par une souris. Vous voyez une rangée de palettes. C'est leur face avant. L'arrière faisant partie du cylindre qui bouge dans l'eau sans provoquer de traînée. Donc les vagues ne vont jamais dans ce sens, mais toujours dans celui-ci. La direction étant impulsée par l'avant des palettes qui reste toujours verticale. Vous pouvez remarquer que les 8 palettes bougent indépendamment les unes des autres pour créer cette mer de vaguelettes irrégulière. Voici la falaise avec le tunnel d'entrée qui est sous la surface. Il se trouve au moins à 5 mètres sous l'eau. Les vagues s'engouffrent dans le tunnel qui s'enfonce dans la falaise. On voit leur mouvement dans le tunnel ici, qui pousse l'air à travers une turbine lorsque l'eau monte. Et lorsqu'elle reflue, l'eau aspire l'air vers l'extérieur. Ce concept simple, baptisé colonne d'eau oscillante, utilise le mouvement de l'océan pour pomper l'air vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, comme le piston d'un moteur de voiture. David Langston est l'Écossais qui se cache derrière ce concept. Il s'agit de 2 turbines Wells produisant 250 kW. Il y en a une pour chaque sens. Ce sont des turbines contrarotatives. La turbine Wells est la pièce maîtresse de cette machine marine. Inventée par le professeur Alan Wells, elle fait fonctionner 2 aubes qui tournent en sens inverse, une à l'aspiration de l'air, l'autre au refoulement. Ces équipements sont construits sur la terre ferme, donc pas de remorquage, pas d'hélicoptère et pas de navire à jambes. La turbine fonctionne à l'air et non dans l'eau. C'est plus avantageux pour le choix des matériaux, la durabilité, l'accessibilité et l'entretien. C'est très simple. Cette région reculée, à la densité faible et riche en énergie, est idéale pour exploiter la houille bleue.
À plein rendement, un appareil de 500 kW dans le nord de l'Écosse peut alimenter environ 400 foyers. Pour prouver à des Écossais sceptiques que cette énergie est viable, Greenpeace a créé un panneau publicitaire roulant qui ne pouvait qu'attirer l'attention. C'est un bus de transport public de l'île d'Islay qui fonctionne à l'électricité fournie par la mer. Pas de réservoir d'essence, de bougies, de changement d'huile, de tuyaux d'échappement ou de fumée. Michael McRae est le conducteur de ce bus propre. Le projet étudie des moyens permettant à une localité comme Islay de fournir et d'utiliser sa propre énergie en fonction de ses besoins. Le véhicule se recharge à l'aide d'un chargeur tout simple que vous voyez ici. Il suffit de lever le couvercle et de brancher le chargeur. L'évolution naturelle que nous envisageons, c'est le stockage de l'électricité, car un des problèmes liés à la production d'énergie renouvelable, c'est son stockage. La prochaine étape, c'est donc l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le H de H2O. Et c'est peut-être le combustible parfait. Il est au cœur de l'entreprise ultra-futuriste qui motive les Islandais. Bienvenue au pays du feu et de la glace. Perdue dans l'Atlantique Nord, l'Islande est maudite, victime d'une météorologie effroyable, mais bénie au point de pouvoir exploiter la friction des plaques tectoniques. Tandis qu'Europe et Amérique du Nord divorcent au ralenti, le frottement des plaques produit de la chaleur qui fait bouillir des sédiments souterrains. Du coup, c'est toute une nation qui se prend à rêver. Car faire monter la vapeur jusqu'à la surface est aussi simple que glisser une paille dans une boîte de soda. Nous allons dans la montagne voir les puits de forage. C'est là que la vapeur émerge, la puissance de la Terre. Gustav Karlsson est le chef électricien de l'usine qui alimente en électricité et en eau chaude la ville de Reykjavik, où vit plus de la moitié des quelques 300 000 Islandais. C'est là que la vapeur jaillit des montagnes. Et elle passe ensuite dans ces conduites. Ce sont des puits de pétrole, mais sans pétrole ni saleté. C'est seulement de l'eau chaude à très haute pression. Nous nous trouvons maintenant dans une zone où il y a beaucoup de chaleur dans le sol. Nous forons ici à 1000, 2000, voire 3000 mètres de profondeur. Il y a des forages comme celui-ci. Il est très puissant, de l'ordre de 85 mégawatts. La pression est extrêmement élevée, jusqu'à 52 bars au niveau du puits. Un bar, c'est la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer. 52, c'est un peu comme un moteur d'avion au démarrage. Mais il y a un problème de taille. L'eau sous l'Islande est gorgée de minéraux. Et c'est à Albert Albertsson de s'en dépêtrer. Voici une canalisation d'eau chaude. Ça, c'est le tuyau d'acier proprement dit. Ça, c'est l'isolant. Et ça, c'est notre ennemi numéro 1. C'est du tartre qui s'est accumulé sur une période de 8 mois. La solution ? Ajouter du sulfure d'hydrogène au mélange. En remplaçant l'oxygène dissous, il réduit l'entartrage, mais il donne à l'eau de Reykjavik l'odeur d'œuf pourri. Dans ce bâtiment se trouve une unité de 30 mégawatts.
Nous produisons également 75 MW d'eau de chauffage distillée. Au niveau de l'échange thermique, les deux turbines sont reliées. Il s'agit donc bien d'une usine combinée de chauffage et de production électrique, ce qui nous procure une très grande efficacité. Voici l'espace de production d'eau chaude. Et voici le générateur de 30 MW. 30 MW suffisent pour une petite ville ou pour tous les foyers et les industries de cette ville. Ce petit générateur alimente à lui seul en énergie 32 à 33 000 personnes. 30 MW correspondent à 40 serpents marins d'Écosse ou à 15 éoliennes danoises. Mais pour les Islandais, ça reste petit, car ils voient les choses en grand. L'Islande dispose de telles ressources énergétiques qu'elle compte en utiliser une partie pour séparer les molécules de l'eau afin de produire de l'hydrogène pur qui fera peut-être fonctionner les voitures et les bus de demain. Car les piles à combustible d'hydrogène ne dégagent que de l'eau pure. Un jour, les machines marines islandaises affranchiront peut-être définitivement tout un pays des énergies fossiles. Et il y a un autre avantage à vivre au-dessus d'une faille géologique. L'Islande étant un des pays les plus froids du monde, ses habitants ont décidé de détourner les émissions de leurs usines d'hydrogène pour remplir une des plus grandes baignoires du monde. L'eau, la partie du fluide que nous n'utilisons pas dans ce procédé, est déversée dans le lagon bleu. Dans le lagon bleu de Reykjavik, l'Arctique rencontre les tropiques. Cet effluent est utilisé dans les bains. Dans les profondeurs du sol, on a une température de l'ordre de 240 degrés. L'utilisateur, le baigneur, plonge dans un liquide entre 37 et 40 degrés. Le lagon bleu, comme vous pouvez le voir, est bleu clair, bleu-gris clair. Ça vient des particules de silice et des sels minéraux en suspension. Il tire également sur le vert en raison des algues qui vivent en milieu géothermique et qui sont venues dans ce bassin. Si vous venez ici en plein hiver, vers 1h, 2h ou 3h du matin, lorsque le ciel est clair, vous faites trempette ici dans une eau à 40 degrés et vous admirez les étoiles et les aurores boréales. C'est vraiment relaxant. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là où on se trouve. Une petite nation vivant sur une petite île, isolée pendant des siècles, au milieu de l'océan Atlantique, doit vivre avec ce que la nature et le sous-sol lui donnent. La nature a offert à l'Islande un trésor, l'énergie illimitée. Et au reste du monde, un défi pour le XXIe siècle, maîtriser l'énergie des océans de la planète pour que la fureur des mers nous serve de combustible.